Donc normalement vous voyez les slides, j'espère que c'est le cas. Je démarre et je vous indique à chaque fois que je change de slide, comme ça vous permet de savoir un petit peu où j'en suis. Et si les slides ne changent pas, c'est qu'il y a un problème ou de mon côté ou du vôtre. Je change de slide et je suis sur la slide de l'ordre du jour, donc on va couvrir quelques généralités et puis parler d'anticorruption, détailler un petit peu le code d'éthique de Mecomet, parler des piliers, des principes du code Mecomet, parler des critères généraux des événements éducatifs et organisés par les tiers avec Conference Vetting System, des événements organisés par l'entreprise, un chapitre sur les articles promotionnels et éducatifs, et puis les produits de démonstration ou échantillons. Un rappel sur les différentes certifications qui existent au sein de Mecomed. Voilà, j'invite évidemment tout le monde à contribuer et à être acteur de ces formations et à être certifié. Si jamais je parle trop vite, n'hésitez pas à me le signaler. Si le son n'est pas bon, n'hésitez pas à me le signaler. Je suis sur les slides. En fait, je vois absolument aucun texte ni aucune image. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Je change de slide. Pour définir rapidement ce qu'est la corruption et le fait que la corruption au sein de notre industrie est illégale, comme elle l'est d'ailleurs dans toutes les juridictions ou une grande majorité des juridictions, ce qui ne corrobore pas d'ailleurs avec le Corruption Perception Index établi par Transparency International, puisque la corruption est partout. Donc la corruption est illégale partout, mais la corruption existe partout. Elle existe fortement en Afrique, et j'ai récupéré récemment toute la partie Europe de l'Est, Russie, et malheureusement, elle existe également dans cette partie du monde. Donc la corruption est illégale et ne sera jamais tolérée, et je crois qu'on doit en faire notre fer de cheval de bataille. En synthèse, la corruption est définie comme tout ce qui a de la valeur et qui est utilisé pour influencer de manière inappropriée le comportement d'un fonctionnaire ou d'un partenaire commercial. C'est une définition très très générale, vous avez des exemples sur l'écran. Vous ne devez jamais donner, permettre, promettre, permettre aussi, ou offrir un pot de vin à un fonctionnaire. Il y a des lois, j'en ai parlé, et il y a des sanctions sévères partout. À peu près dans tous les pays du monde, la corruption est illégale et sanctionnée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quels sont les risques de violation des lois anticorruption? Vous avez tout un tas de risques. Je ne vais pas tous les lire, mais vous pouvez être exclu des contrats publics, par exemple, ce qui peut vous coûter très cher, voire ruiner votre entreprise. À titre individuel, en tant que salarié ou gérant d'entreprise, vous avez un risque de prison ou d'amende, à minima d'atteinte à la réputation, qui vous coûte également très cher. Vous savez que dans notre industrie, on fait ce qu'on appelle des due diligence, et je partage cet exemple, en tout cas on en fait chez Olympus. Et on vérifie, je suis sûr qu'il y a des distributeurs ici qui participent à cette session, et on vérifie tout l'historique, tout ce qui est connu. On a des outils pour vérifier qu'il n'y a pas de cas de corruption, de cas de conflit d'intérêts et autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est analysé. Donc attention vraiment à l'atteinte à la réputation et aux effets pour vos entreprises plus tard. Alors pourquoi le code Mecomed? Donc ce code, en fait, il permet une collaboration et des partenariats entre les hôpitaux, les cliniciens, les professionnels de santé d'une manière générale avec les industries. Le but de ce code, c'est de réguler l'éducation et la formation. Toutes deux sont essentielles. Il est nécessaire que l'industrie en général, donc c'est tous les acteurs dont vous faites partie, adhèrent à des normes éthiques élevées. C'est pour ça que les plus grosses entreprises du MedTech sur le périmètre de Mecomed, périmètre géographique, se sont associées et sont membres et ont décidé d'établir et de respecter ce code Mecomed. L'industrie MedTech cherche à soutenir la formation des professionnels de la santé sans compromettre sa propre réputation ni celle des professionnels de santé. Voilà. C'est cet équilibre qu'on essaie de trouver entre interaction et contrôle. Le code énonce des normes minimales
le code ne remplace pas les lois ou les réglementations. C'est une réglementation plus stricte, c'est donc elle qui va s'appliquer. Et le code doit être suivi par toutes les entreprises membres et leurs intermédiaires. Voilà, donc si vous êtes distributeur de produits d'une entreprise membre, vous devez respecter les dispositions du code. Rapidement, sur les principes du code, c'est des principes que vous retrouvez aussi chez MedTech Europe. Image et perception, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez un cas de corruption, bah, ça va avoir un impact sur vous et sur votre capacité à faire du business à long terme. Équivalence, quand il y a des interactions, on peut être amené à rémunérer des professionnels de santé, par exemple. Chaque prestation de service doit représenter une juste valeur de marché. Séparation, l'interaction entre l'industrie et les professionnels de santé doit être indépendante des transactions de vente. On fait vraiment le split, la séparation. Transparence, et on parlera tout à l'heure de la notification employeur, et documentation, principe de documentation. Toutes les interactions, d'une manière générale, sont documentées dans des accords écrits. On ne peut pas payer, par exemple, à un professionnel de santé pour un service, une formation, ou être speaker sur un symposium sans contrat. Je change de slide et j'arrive à la partie 1, directive sur les interactions avec les professionnels de la santé et les organisations de santé. Tout commence avec un programme d'un événement qui doit être en lien avec la spécialité de santé. On identifie des facultés, on a un programme qui est établi à l'avance, on n'a pas de divertissement, on a un calendrier très très clair, sans trou dans l'agenda, qui permettrait des visites ou des choses qui n'ont rien à voir avec une activité professionnelle. Communication, et dans les événements organisés par les tiers, l'ordre du jour est contrôlé par l'organisateur, on va en reparler tout à l'heure. Donc premier point, le programme. Deuxième point, le lieu et l'emplacement. Quand il y a un événement qui est organisé, on doit s'assurer que le lieu et l'emplacement choisis sont conformes aux règles et réglementations locales et aussi à ce code. Accessibilité, facilement accessible aux participants, que ce soit à proximité de transports en commun ou des principales routes et aéroports, c'est clé. On choisit un endroit qui permet d'accueillir tout le monde, confortablement et professionnellement. Et on vérifie que l'emplacement dispose des installations et des commodités appropriées. Ces critères sont là pour éviter principalement les lieux de villégiature ou des endroits qui seraient très très beaux et très très agréables d'y séjourner, mais qui n'auraient rien à voir avec la tenue d'un événement professionnel. Les activités récréatives, sportives, telles que golf, casino, plage privée ou sport ski nautique, tous ces lieux n'ont pas lieu d'être dans nos événements. Il peut y avoir des exceptions où il existe un besoin impérieux, donc on est sur un adjectif assez fort, d'utiliser le lieu choisi, par exemple difficulté de trouver un autre lieu ou problème de sécurité ou hors saison. Voilà, ça peut faire partie des exceptions qui vous permettent d'aller dans des endroits justement contraires aux principes précédemment indiqués. Souvent il y a des questions là-dessus, donc n'hésitez pas à les noter, on pourra en discuter tout à l'heure. Le parrainage ou la facilitation d'invités ou de professionnels de santé ne sont pas autorisés, on rediscutera de ça date depuis 2018. Les entreprises membres ne peuvent couvrir que les frais de voyage raisonnables et réels des professionnels de santé que pour la durée de l'événement. Vous le savez, la classe affaires est autorisée que pour des temps de vol qui seraient supérieurs ou égaux à 5 heures. La première classe n'étant pas autorisée, l'hébergement doit être raisonnable. Et la fourniture d'alcool, si c'est le cas, est possible à partir du moment où elle est modérée et avec les repas. On parle maintenant du principe de transparence et notamment de la notification à l'employeur. Donc la notification à l'employeur, elle doit se faire avant toute interaction. Pas après, mais avant. Il est requis chaque fois qu'une entreprise membre parraine ou engage un professionnel de santé dans le cadre d'un événement organisé par l'entreprise. Numéro 1. Numéro 2, formation procédurale autonome organisée par un tiers. Numéro 3, consultant.
on doit notifier l'employeur. Il y a des exceptions, on va en parler dans une seconde, même en l'absence de tout honoraire de consultation. Donc ça, c'est Je important. m'excuse, Alex. Je m'excuse, Myriam. Je vois rien sur l'écran. Le slide. Est-ce que tu es la seule? Est-ce que vous voyez l'écran, les autres? Je sais pas, c'est pour ça que je demande les questions. Je veux Oui, voir si moi, je suis la seule. Non, je vois parfaitement les slides, Ok. moi, j'ai aucun souci. Ok, ça veut dire ignore me, my friend. Merci Myrna. Peut-être Non, Ok, parfait. Parfait. S'il y a d'autres Pas personnes qui ne problème. voient pas les slides, dites-moi et je stoppe le sharing et je repartage. Hein. Thank you Myrna for highlighting this. Mais je comprends que c'est bon pour tous les autres participants. Donc je continue. Alors j'en étais où? J'en étais sur les conditions de la notification à l'employeur. Lorsque les établissements de santé eux-mêmes désignent les professionnels de santé qui participent à des événements organisés par l'entreprise, la notification à l'employeur n'est pas requise. Ça semble assez logique. On informe l'employeur de quelque chose qu'il ne sait pas. S'il décide des participants, il sait donc logique notifier. Les interactions survenant dans le cours normal des affaires ne nécessitent pas de notification à l'employeur. Ce qui a du sens aussi, parce que c'est des choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues à l'avance. Donc, on ne peut pas notifier préalablement. Dans le cas des professionnels de santé, vous savez qui ont une activité indépendante ou qui sont leurs propres employeurs, la notification à l'employeur n'est pas requise. Je change de slide et j'en viens à la notification employeur pour les événements virtuels et hybrides. Pour les événements purement virtuels, gardez en tête qu'il n'y a pas de notification à l'employeur. Pour les événements en présentiel, on a une notification employeur. Pour les événements organisés par des tiers, la notification à l'employeur n'est pas applicable. Chaque fois qu'une entreprise membre engage un professionnel de santé, y compris la formation de procédure en tant que consultant, une notification d'employeur requise. C'est exactement ce que j'ai dit dans les slides précédentes. J'espère que c'est clair sur le quand on notifie et quelles sont les exceptions. Sinon, on pourrait y revenir également. Les événements virtuels, les événements hybrides doivent se conformer au code. Donc voilà, y compris quand ils sont hybrides, on applique les principes du code. Les entreprises membres peuvent fournir un soutien financier et ou en nature aux événements virtuels et hybrides. C'est possible. Je passe au chapitre 2, les événements éducatifs organisés par des tiers. On en a différents types et on va les détailler. Conférences éducatives organisées par un tiers, les formations sur procédure organisées par un tiers, les symposiums, et puis on parlera de CVS, le système de vérification des conférences ou Conference Vetting System. Parlons maintenant des événements éducatifs organisés par des tiers. Alors là, c'est toujours pareil. C'est un peu le même principe. On a toujours un programme scientifique. Donc, on l'a déjà décrit tout à l'heure, le programme scientifique. Il est entièrement détenu par l'organisateur et il est conforme à la spécialité des entreprises membres. D'accord ? Les membres ne doivent avoir aucune influence sur la sélection des sujets. Pourquoi ? Parce que si c'était le contraire, alors on ne pourrait pas parler d'un événement organisé par un tiers. On pourrait parler d'une co-organisation avec l'entreprise membre, mais du coup, c'est plus le même type d'événement. Aucun parrainage direct. Les entreprises membres doivent s'abstenir de parrainer directement des professionnels de santé pour qu'ils assistent à des événements éducatifs tiers. On parle ici par exemple des congrès ou des conférences comme ça. Vous savez que depuis, je crois que c'est mai 2018, il y a un ban des sponsorships directs. Je le redis parce que je le vois de temps en temps, je vois la demande. L'entreprise membre ou ses distributeurs ou ses resellers ou peu importe la catégorie qui collabore avec l'entreprise membre ne peut pas proposer un parrainage direct à un professionnel de santé. On parlera de l'exception qui permet de parrainer de manière indirecte via un educational grant. Sinon, on ne peut pas. D'accord, depuis mai 2018, c'est pas nouveau. Approbation CVS, les membres doivent s'assurer que l'événement éducatif tiers a été examiné et approuvé par CVS.
On reparlera de CVS de manière plus détaillée dans quelques instants. Les packs de parrainage, vous savez, qui expliquent tout, doivent être extrêmement transparents, détaillés. Voilà, je rentre pas, j'ai déjà expliqué pour les vols, etc. Mais c'est aussi essentiel de demander de la clarité. Des fois, vous savez que dans ces packs, ils proposent un certain nombre d'entrées à un congrès ou à un événement éducatif. Il ne convient pas même si vous avez payé la somme, de recevoir des entrées qui seraient directement distribuées à des professionnels de santé pour les laisser entrer sur l'événement. Ça reviendrait à faire un parrainage direct. Je le dis parce que je le vois de temps en temps, ou en tout cas j'ai la demande. Alors ça c'est l'exception. On a dit il est interdit de sponsoriser directement des professionnels de santé pour participer à des événements éducatifs organisés par des tiers, mais il est possible de le faire de manière indirecte via des subventions éducatives. En gros, en tant qu'entreprise, vous signez un contrat avec une entité, un hôpital par exemple, un organisateur de congrès, vous mettez des critères et c'est cette entité, vous donnez la somme, et c'est cette entité qui choisit de manière purement indépendante et en vous rendant compte les noms des professionnels de santé qui pourront participer, eux, à cet événement éducatif. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, le sponsoring direct est interdit, le sponsoring indirect est possible via les subventions éducatives. Événements éducatifs organisés par des tiers, il y en a deux types. Ce sont les conférences éducatives, ce sont les formations sur procédure. Dans le premier cas, la sélection doit être effectuée par l'organisme de santé, je l'ai dit, on ne peut pas participer, on ne peut pas sponsoriser directement. Les formations sur procédure, là, le parrainage direct des professionnels de santé est autorisé par l'entreprise membre. Vous voyez que dans les deux cas, il y a une validation de CVS. Je change de catégorie, je parle maintenant des formations sur procédure. Donc la formation de procédure organisée par des tiers doit être examinée par CVS, on en a parlé. Le lieu se fait dans un environnement clinique qui permet des simulations de procédures médicales. Le programme doit inclure des démonstrations pratiques. Les sessions pratiques doivent dans tous les cas représenter plus de 50% de l'ensemble du programme. Voilà, c'est un critère qui est mis pour être sûr qu'on parle bien d'une formation sur procédure. S'il n'y a pas de session pratique, difficile de parler de formation sur procédure, d'où le critère des 50%. Je change de catégorie, je parle maintenant des symposiums, pendant les conférences éducatives organisées par des tiers. Alors, un symposium, c'est un événement éducatif organisé par une entreprise qui se déroule lors d'une conférence éducative organisée par un tiers. Il doit aborder des sujets éducatifs qui s'alignent sur l'orientation du programme de la conférence éducative organisée par un tiers. Et on va voir ce qu'on peut couvrir en tant qu'entreprise dans ce cas. Il est permis dans ce cadre-là aux entreprises membres de sélectionner des conférenciers, c'est-à-dire de payer des honoraires, des frais d'hospitalité. On peut inviter des professionnels de santé qui participent déjà à l'événement. Par contre, on ne peut pas couvrir directement les coûts liés à l'inscription. Par exemple, on ne peut pas payer les droits d'accès à la conférence pour qu'ils viennent au symposium. Ça, on ne peut pas faire. On peut pas non plus contribuer au voyage et à l'hébergement des participants. Je parle des participants, je parle pas du speaker ou du formateur. Là, c'est différent. Là, on peut prendre en compte, on peut prendre en charge ces frais. Mais ils doivent être exactement limités à la durée du symposium et pas à la durée de la conférence dans ce cadre-là. On doit ajouter les noms des conférenciers du symposium parrainé par l'entreprise au programme général de l'événement. Comme je vous disais, si le conférencier doit accéder au symposium, les entreprises membres ne doivent payer que le forfait le plus restreint. Voilà. Si on peut avoir accès, le symposium, c'est une journée sur un congrès de 5 jours, ben vous ne lui payez pas les 5 jours. Vous payez une journée qui lui permet d'entrer au congrès. CVS, Conference Voting System. Vous aurez aussi probablement des questions sur ce sujet. CVS est un système géré de manière indépendante qui examine la conformité des événements éducatifs au code des pratiques commerciales et éthiques de Mecomed. Voilà. Le but dans tout ça, en fait, ou pourquoi est-ce qu'on a un Conference Voting System, c'est pour harmoniser les décisions
entre tous les membres. Voilà. Donc, vous avez la compliance officer qui participe aujourd'hui, qui est Ruba. Et par rapport à différents critères, on va en parler, elle décide par la voie de Mecomed que les entreprises peuvent participer à une conférence ou à une autre. Et donc, ça permet de vérifier qu'on atteint un certain standard d'éthique au sein de tous les événements pour lesquels les entreprises membres vont participer. Les membres de Mecomed et leurs intermédiaires ne peuvent fournir un soutien à un événement éducatif tiers que s'il est évalué comme conforme. Il est important de rappeler ici que les décisions rendues sont contraignantes pour leurs membres, ou pour les membres des entreprises membres, et leur TPI. Les entreprises membres ne peuvent pas soutenir les événements suivants. Donc, si vous avez un statut non conforme, si vous avez un statut non évalué du fait d'informations insuffisantes, si vous avez un statut non évalué du fait d'une soumission tardive, on en reparle juste après, ou pas de soumission à CVS, il convient de ne pas participer à l'événement éducatif tiers. Que vous soyez, encore une fois, entreprise membre ou que vous soyez tiers, intermédiaire. Ce que vous devez savoir sur CVS rapidement, Ruba a participé à la conférence, donc si vous avez des questions techniques, on pourra les couvrir. Donc les soumissions sont faites en ligne. La décision finale est rendue que lorsque tous les examens sont nécessaires, sont complets et ont été examinés. C'est gratuit. Ça s'applique à tous les types d'événements tiers. Vous avez le lien. Et puis, différentes parties prenantes peuvent faire des soumissions sur CVS, c'est important de le rappeler. Soit l'organisateur de conférences, soit les entreprises membres, soit les tiers qui travaillent pour ces entreprises membres, soit des sociétés médicales, des organisations de soins qu'on appelle Healthcare Organization, HCO. Voilà. Donc, voilà, à peu près tous les acteurs peuvent faire une soumission pour un événement. Qu'est-ce qui est exclu du périmètre de CVS? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait selon les principes de Mecomed, mais qui n'est pas soumis à Conference Vetting System. Toutes les activités nationales intra-institutionnelles de tiers, c'est important. Les campagnes de sensibilisation du public, les événements organisés par l'entreprise ou par son tiers, les événements virtuels, les salons professionnels et les événements non éducatifs et d'élaboration de politique. Voilà les 6 exceptions à la règle. Ce qui est analysé, quels sont les critères qui sont revus par Conference Vetting System, par Ruba, quand elle se prononce sur les événements. Numéro 1, le programme scientifique. Numéro 2, le lieu de la conférence, l'emplacement géographique, les frais d'inscription, le package, l'hospitalité et les supports de communication. Voilà. On peut rapidement couvrir, je ne vais pas couvrir tout ce qui est conforme, parce que vous le savez probablement, mais je vais couvrir ce qui est non conforme dans les différents critères qui permettent de décider de la participation aux événements ou pas. Minimum 6 heures pour une journée complète de conférence, 3 heures pour une demi-journée. Voilà, 1 heure n'est pas considérée comme une demi-journée de conférence. Je vais juste muter Evelyne. Voilà. Qu'est-ce qui est non conforme? Les divertissements inclus dans le programme principal, les visites touristiques, excursions dans le cadre du programme, ou des lacunes injustifiées dans le programme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures dans l'agenda. Ça, c'est un motif de rejet. La situation géographique, donc l'emplacement est de nature touristique ou une destination de vacances. L'emplacement est dans le désert, une île isolée ou dans des zones reculées en montagne. Très probablement, vous n'aurez pas une exception et très probablement, l'événement sera considéré comme non conforme du fait du lieu. Du fait de la situation géographique. Le lieu, il ne faut pas qu'il soit perçu comme luxueux, touristique, vacances, station balnéaire. Il ne faut pas qu'il comprenne un casino, un terrain de golf, des parcs d'aventure, des parcs aquatiques, bateaux de croisière, par exemple. C'est bien pour les vacances, mais pas dans notre industrie.
L'hospitalité, les divertissements avec musique live, de la danse, des excursions touristiques, des événements sportifs. L'hospitalité permise aux conjoints, partenaires, familles et autres, c'est non conforme. Forfait d'inscription à l'événement, donc divertissement, on en a déjà parlé dans les slides précédentes, et frais d'inscription couvrant la participation des conjoints, des membres de la famille, des partenaires, sera évalué comme non conforme. Les supports de communication, il est non conforme si les images font référence aux activités non scientifiques et si elles font plutôt la promotion du lieu que du contenu de l'événement. Je me souviens d'un magnifique congrès comme ça qui avait lieu en France, à Deauville, où tout était détaillé sur le programme pour savoir où était le casino, les planches. C'est magnifique si vous êtes déjà allé à Deauville, mais on se demandait où était le programme scientifique. Donc, ça fait partie des critères qui sont évalués par CVS, mais je vous rappelle que les entreprises membres et vous, en tant que distributeur, par exemple, devez appliquer exactement les mêmes règles. Donc, pour n'importe quel événement, si vous avez ce type de communication, on doit s'abstenir d'y participer et demander à l'organisateur de revenir sur des choses un petit peu plus concrètes et sérieuses. Comment soumettre un événement à CVS ? Vous avez ici le lien, vous aurez les slides. Je passe à la slide suivante. Les délais, ça c'est important de s'en rappeler. Les soumissions à CVS pour un événement éducatif tiers doivent être effectuées 50 jours avant la date de début de l'événement, ou plutôt sans exception. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ah bah oui, mais il y a 49, 38, etc. C'est 50 jours, il faut le savoir. 50 jours, c'est un mois plus 20 jours. Voilà, ça vous fait même pas 2 mois. Si on parle d'un événement qui est vraiment sérieux et professionnel, normalement, il n'est pas organisé dans un délai inférieur. L'évaluation des événements prendra jusqu'à 35 jours, selon la date de début de l'événement. Voilà. Donc vous savez, 50 jours avant, et l'évaluation peut prendre jusqu'à 35 jours. Alors, soumission CVS, les informations documents requis au minimum sur CVS pour créer l'événement et lancer la revue, le nom de l'événement, la date, le nom du lieu et le lieu de l'événement. Pour finaliser, donc ça vous permet de créer l'interaction. Pour finaliser l'évaluation, il faudra ajouter un programme clair, le support de communication et les frais d'inscription et avantages pour les participants. Si vous soumettez tout ça, vous aurez une réponse de Ruba. Alors là, je vais passer vite parce que, sauf si après vous avez des questions, on va skipper ça. Sauf si vous avez des questions sur la soumission et c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème et que vous désirez du détail. Sinon, je vous propose qu'on avance plus vite sur ces slides qui sont très techniques. Le site est plutôt bien fait, plutôt facile à comprendre. Donc, j'avance ces slides, mais voilà, vous avez les imprimés écran qui vous permettent de voir comment on crée l'événement, où est-ce qu'il faut cliquer, comment on demande des informations, comment on y répond. Recours, ça c'est important de le savoir. Vous avez, si vous avez eu une décision défavorable, vous avez la possibilité d'émettre un recours. La décision de recours sera prise dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande en cours. Voilà, il faut le savoir. Les recours doivent être, à mon avis, limités et vraiment justifiés. Doublon, revendication de propriété. Je vous ai dit qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent créer des événements, donc il faut faire attention qu'ils ne soient pas créés 2 fois. Donc avant de créer un événement, vérifiez qu'il n'est pas déjà existant dans la base. Vous avez une fonction de recherche pour ça. Je passe maintenant au chapitre 3, qui sont les événements organisés par l'entreprise, et plus les tiers. Alors, les entreprises membres peuvent organiser et inviter directement des professionnels de santé à des événements d'entreprise. Vous vous souvenez, on a dit exactement le contraire pour les événements organisés par des tiers. Mais là, événements d'entreprise, on peut inviter directement. Il y a 3 grands types. Les événements éducatifs, les visites de sites de fabrication et les événements promotionnels de l'entreprise. Voilà les différents régimes qui vont s'appliquer. Les événements organisés par l'entreprise ou par les TPI ne sont pas évalués dans CVS. Cependant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple de cet événement à Deauville, le chapitre 1 et tous ses principes, le chapitre 1 cite les principes qu'on a vus tout à l'heure, doit être appliqué par vous.
Alors, première catégorie, les événements éducatifs de l'entreprise. Donc, en gros, ce sont des formations, des événements où on délivre de l'information pour l'utilisation sûre et efficace des technologies médicales, des thérapies, des services connexes, ou la réalisation sûre et efficace des procédures cliniques, ou les domaines pathologiques connexes. Voilà, donc c'est vraiment, comme indiqué en bas, l'objectif est de former à ces trois grandes catégories. Évidemment, les lancements de produits ne relèvent pas de cette catégorie. J'en ai cité trois. Les lancements de produits rentreraient dans l'événement promotionnel de l'entreprise. Il est approprié pour les événements éducatifs d'inviter directement les professionnels de santé, c'est-à-dire de leur payer les frais de voyage et d'hébergement. La grande majorité du programme doit avoir un objectif éducatif et non marketing et vente. Visite de fabrication, c'est un événement qui est organisé par l'entreprise, qui se déroule dans l'usine de fabrication. Souvent, c'est un centre de référence, doit être basé sur un objectif commercial légitime, doit être situé dans l'emplacement géographique le plus proche. Si vous avez différentes usines et que, je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui est au Maroc, vous avez une usine en France, il n'y a aucune raison de l'envoyer en Australie. En synthèse, le programme pendant la visite doit comporter au minimum une journée complète et inclure une session éducative scientifique. Troisième catégorie, les événements promotionnels de l'entreprise. Donc le but, c'est de discuter des caractéristiques, des avantages des produits et services connexes, de mener des négociations contractuelles. On est vraiment là dans le business. Les lancements de produits entrent dans cette catégorie. On peut fournir des repas raisonnables et modestes, ainsi que le transport terrestre. Donc, on ne fait pas venir les professionnels de santé à un lancement de produit du bout du monde en avion, business class, etc. C'est complètement inapproprié de faire ça. C'est écrit juste après, voilà, les voyages aériens, hébergement ne sont pas autorisés. Chapitre 9 du Code, les articles promotionnels et éducatifs. Donc, ils incluent entre autres des objets promotionnels peu coûteux tels que calendrier, bloc-notes, tapis de souris, post-it, clé USB, portant ou non la marque de l'entreprise. Donc ça, c'est permis. Tous les articles promotionnels doivent être conformes aux principes généraux de cette section. Voilà. Donc, vous avez un chapitre dédié que je vous invite à consulter directement. Ils doivent être liés au domaine thérapeutique dans lequel l'entreprise membre est impliquée, dûment documenté dans les livres et registres de l'entreprise, fourni aux OCS uniquement, et puis ne peut ne pas être fourni aux professionnels de santé pour leur usage ou bénéfice personnel. On doit avoir quelque chose sur les revues ici. Les articles éducatifs qui, de par leur nature, ne peuvent être fournis qu'à des professionnels de santé individuels tels que les abonnements, des revues médicales, par exemple, doivent être accompagnés au nom d'une lettre de nomination officielle du professionnel de la santé émise par l'OCS, l'organisation de santé. Il y a tout un chapitre que je vous invite à lire sur ces équipements. Chapitre 10, les produits de démonstration et les échantillons. Donc, surtout dans notre domaine, on a besoin de faire des démonstrations. Les sociétés membres peuvent fournir des exemples de leurs produits aux professionnels de santé. Non destiné à un usage clinique, pas à la vente, divulguer par écrit la gratuité, ça doit être documenté comme d'habitude, pour éviter de donner l'impression qu'il y a un avantage déguisé. Le but des produits de démonstration, c'est sensibiliser, éduquer et former les professionnels de santé. C'est le but de pourquoi on les laisse. Donc un appareil de démonstration n'a pas vocation à être abandonné dans un hôpital, par exemple. Les échantillons, l'objectif c'est la familiarisation avec le produit, acquérir de l'expérience dans la manipulation et des clients à déterminer si et quand ils veulent acheter. Mais c'est pareil, c'est documenté et c'est limité. On ne doit pas donner 3 fois la quantité d'échantillons nécessaire, puisque ça reviendrait à produire un avantage indu. Je passe au slide suivant sur les certifications MECOMED. Donc, il y a 2 types de certifications. Certification pour les organisateurs de congrès, les organisations de santé. Elle a été créée en 2019. Il y a du matériel à étudier sur CVS, 10 questions.
Vous réussissez le test avec 80% et vous êtes certifié. Voilà. C'est pas très compliqué de l'être en fait, si vous vous posez la question, et je pense pas que ce soit très chronophage. Ça vous donne une visibilité et ça vous donne une aura éthique. Voilà. Donc je vous invite à le faire si vous êtes PCO ou organisation de santé. Je vais passer à la slide suivante. Il y a une slide suivante. Oui, voilà. Sur les certifications des distributeurs, voilà, des third-party intermediaries, elle a été créée 2 ans après, donc en 2021. On a 20 questions, c'est un petit peu plus compliqué, il y a du matériel aussi, c'est gratuit, et ça vous permet d'être certifié de la même façon. Ça vous donne encore une fois une belle visibilité, puisque vous avez le nom qui apparaît sur le site de Mecomed. Personnellement, quand on cherche un nouveau distributeur, moi je regarde s'ils ont cette certification Mecomed. Voilà, ça donne au moins l'idée qu'ils sont convaincus, au moins qu'ils connaissent Mecomed et son code d'éthique. On arrive à la fin de la session.